Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo dans un cadre que vous n'avez quasi jamais vu, parce que nous sommes dans ma chambre actuellement, car c'est là que se trouve la seule bibliothèque digne de ce nom, étant donné que ma privée et la bibliothèque BD sont vides. Donc là actuellement, j'ai le trépied posé sur mon lit, et comme ça, c'est là que vous voyez aussi là où je lis le plus. Celle-là, je l'ai laissée pleine parce qu'en fait, c'est les livres que je compte lire cet été. Donc voilà, c'est ma palle estivale. Finalement, nous déménageons qu'au mois d'octobre. Donc en fait, on a fait les cartons pour pas grand-chose, vu qu'à la base, on devait partir en août, mais finalement, nous partons qu'en octobre. Donc tous mes amis sont en carton et du coup, c'est très triste en fait. Mais je veux me dire, je vais pas les déballer maintenant pour les remettre en carton dans 2 mois, quoi. Donc voilà. Mais au moins, ça me force, entre guillemets, à lire toute cette jolie palle que vous voyez ici. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour faire le bilan de mi-juin au niveau des lectures. 13 livres à vous présenter, dont un abandon. Mais je vous présente l'abandon quand même parce que je trouve qu'il est assez spécial. Donc on va en parler de suite. Donc on va commencer par le premier. J'ai commencé par le livre La Maison piégée des Marides chez Michel Lafon. C'est un livre que j'avais dans ma palle, mais il est dans mes cartons. Voilà. Donc La Maison piégée, c'était une lecture frisson qui était plutôt pas mal. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Mais c'était pas non plus extraordinaire. Je trouvais que des fois c'était un petit peu tiré par les cheveux et difficile à suivre. Pour la petite histoire, du coup, c'est un frère et une sœur qui se perdent dans la forêt où ils n'ont pas le droit d'aller normalement parce qu'elle est très mal réputée pour la disparition d'enfants. Ils vont rentrer dans une maison pour retrouver leur petite sœur qui s'est perdue dedans. Et en fait, cette maison va se révéler être un vrai labyrinthe où il faut résoudre des énigmes pour passer au palier suivant et pouvoir espérer sortir de cette maison. Sauf que en fait, cette maison, elle a une histoire bien à elle parce ça m'a fait penser un peu à Monster House, vous savez, le dessin animé de notre enfance, où la maison est animée de sa propre haine et colère, de sa propre envie de faire, etc. Et donc c'est une vraie lutte entre les enfants et cette maison. Ils vont découvrir pourquoi elle fait disparaître des enfants, etc. Et donc il y a toute une histoire de parentalité derrière qui est vraiment super intéressante, qui est très touchante, mais aussi qui est des fois tirée par les cheveux. Mais ma foi, c'était une bonne lecture. Je pense que cette lecture pourrait être pas mal pour la saison d'Halloween, etc. Ça pourrait ravir pas mal d'enfants. Mais voilà, c'était juste, moi je trouvais que des fois c'était un peu trop gros, ou alors sans vraiment d'explication concrète ou autre, on te balance ce genre de détails et on te laisse faire avec, quoi. Mais bon, voilà, sinon c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec Night World, le tome 6, donc de L.J. Smith chez Michel Lafon. Écoutez, comme je l'ai dit dans mon bilan du Magic Hour Book Challenge, je vous mettrai la vidéo soit en fiche, soit en barre d'infos. C'était une lecture plutôt pas mal. J'ai trouvé que c'était peut-être l'un des meilleurs des 9 tomes. Après avoir, il me reste là, j'ai le tome 7, il me reste le 8 et le 9 dans ma palle. C'était un peu le meilleur dans le sens où c'était pas une histoire d'amour bête et con avec une espèce de poursuite, de chasse-poursuite, parce que c'était souvent ça dans les autres. Et au final, ils finiront ensemble et vécurent heureux. Là, j'ai trouvé ça plus sympa parce qu'on avait des retours dans le temps. C'était une histoire de réincarnation sur plusieurs siècles. Donc, on traversait différentes époques et c'était un très joli message d'amour, je trouve, que l'amour qui traverse des centaines et centaines d'années et qui ne se tarit jamais. Et ça parle aussi beaucoup de la jalousie. Donc, j'ai trouvé ce tome 6 vraiment très intéressant et j'ai hâte de lire la suite du coup. Ensuite, j'ai lu ce sublime livre Bertie Dragon, enfin la légende fabuleuse et extrêmement sérieuse de Bertie Dragon chez Alice Dezio. Alors, c'est un livre en soi qui paye pas vraiment de mine, je trouve. Il a rien de particulier ou autre, mais vraiment, moi, c'est le titre qui m'a happé, la légende fabuleuse et extrêmement sérieuse de Bertie Dragon.
Je trouve que ça donnait de suite le ton humoristique, sarcastique et tout de ce roman qu'il est vraiment en fait, avec ce Bertie Dragon, qui est en fait le total opposé de tous les dragons que l'on voit actuellement dans les séries ou dans les livres. Donc c'est un petit jeunesse qui fait 240 pages et je me suis vraiment éclatée. On va suivre Badel qui est un jeune homme qui reçoit la visite d'une jeune femme qui lui dit écoute voilà, depuis que ton papa est mort, tu hérites de Bertie Dragon, tu vas devoir veiller sur lui jusqu'à ta mort, qui ensuite sera légué à ta descendance, etc. Donc on va d'abord apprendre les origines de Bertie Dragon, qui était la première protectrice de Bertie Dragon. Et ensuite, on va être beaucoup sur la psychologie des personnages parce que notre jeune dragon est face à des situations un petit peu délicates parce qu'il a très envie de s'attacher à ce jeune homme, mais il a un passé qui est compliqué et qui fait qu'il a du mal à s'attacher, à faire confiance parce qu'il a toujours peur après de perdre ces personnes et ça l'a vraiment traumatisé avec sa première protectrice. Et vraiment, une très très bonne découverte. Il y a vraiment de tout là-dedans. On est donc du coup avec du fantastique, avec ce Bertie Dragon. On a de l'enquête parce que du coup, on va enquêter sur le décès du père de Badel. Va y avoir de la magie avec Andraste, qui est la jeune femme qui va léguer le dragon à Badel. Et on va avoir de l'aventure, on va avoir du voyage, on va avoir du voyage dans le temps. Vraiment, c'est vraiment extrêmement complet. Et ma foi, je suis très contente de l'avoir pris parce que franchement, sur Instagram, il est quasi inexistant. Et je trouve qu'il mérite vraiment énormément de lecture, quoi. Parce que c'est dommage que des petites pépites comme ça se cachent en fin fond de la production éditoriale, alors qu'il mérite vraiment d'être lu. Et en fait, il réunit tellement de thèmes et d'intrigues, de types d'intrigues, que ça peut plaire à tout le monde. Si vous avez un enfant ou si vous-même, soit vous aimez les enquêtes, vous allez en avoir. Si vous aimez le fantastique, les dragons, vous allez en avoir. Si vous aimez les problèmes familiaux, vous allez en avoir. Si vous aimez les voyages dans le temps, découvrir certaines époques, vous allez en avoir aussi. Vraiment, ça va être vraiment génial. Même, il y a une société secrète dedans. Enfin, c'est vraiment super. Et tout ça en 244 pages, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment super bien développé en si peu de pages. C'est vraiment très, très bien travaillé. Ensuite, j'ai lu Les Enchantresses, le tome 1 de Sophie Gliokas chez Hachette dans la collection Black Moon. Écoutez, ce fut une petite déception parce que vraiment, comme je le disais dans le Magicarium, c'était les 2/3 de la tranche vie d'ado et on avait le côté magique que dans le dernier tiers et c'était pas du tout super bien exploité. Donc voilà, je sais qu'il y a 3 autres tomes derrière, je pense pas me jeter dedans, même si j'ai les 2 dans ma page numérique, mais je pense pas que je vais me jeter dedans. Ça m'a pas convaincu plus que ça, c'est très dommage parce que le pitch avait l'air super bien. Mais voilà, ça arrive. Ensuite, j'ai lu Croc de loup, le tome 3 de Arnaud Druel, donc la fin de la trilogie Croc de loup. J'ai adoré, franchement, j'étais super triste de quitter cette série de fantasy chez Gulfstream, parce que vraiment le tome 1 m'avait charmé, mais vraiment énormément. Le tome 2 m'avait subjugué, et celui-là, il m'a vraiment contentée. Et il m'a laissé un peu pantoise parce que j'étais très triste de finir cette histoire de fantasy. C'est pas du tout le genre de lecture d'habitude que je lis. Vraiment de la fantasy pure et dure. Moi d'habitude je suis plus dans le côté fantastique. La fantasy a un peu plus de mal parce que justement, comme dans ce genre d'histoire, il y a différents royaumes, différents peuples. Vraiment c'est tout un monde qui est créé et complexe, donc on n'a aucun point d'accroche. Et malheureusement, des fois avec la fantasy, si on n'arrive pas à s'immerger dans le monde, à comprendre toutes les clés, ça peut donner une lecture laborieuse. Sauf que pour le coup, comme par exemple les Royaumes Sauvages ou les Sentinelles du Royaume Sauvage, ça fait partie de ces fantaisies jeunesse qui ont totalement marché avec moi. Et là, pour le coup, on est vraiment dans de la guerre, on est vraiment dans des intrigues politiques et des règlements de compte, des histoires de magie. Ils vont devoir chercher des artefacts pour en former un plus gros, pour
pour vaincre celui qui fait le bordel dans le royaume. Mais voilà, vraiment, si vous aimez les histoires de fantasy, jeunesse, tout ça, avec différents peuples, ça peut que vous plaire. Alors, c'est vrai que quand on s'imagine Croc de loup, on s'imagine vraiment une histoire tournée autour des loups avec la présence des loups. Faut pas s'attendre à ça. Croc de loup, c'est vraiment juste le nom de la famille qui vit dans la forêt de Sombreloup. Il y a toute une histoire autour des loups, mais ce ne sont pas des loups. Ouais, c'est ce que je veux dire, ce sont des humains. Mais dans le tome 2, on va avoir un petit peu plus ce côté loup, mais dans le tome 1, quasi pas. Dans le tome 3, très peu, brièvement, mais voilà, il n'y a pas vraiment de loup concrètement dans l'histoire, quoi. Voilà, c'est peut-être juste le seul truc que j'ai à dire dans cette série, c'est que j'ai pas eu la présence de loup auquel je m'attendais, mais au final, l'histoire comme elle a tourné m'a très bien plu, donc c'est pas vraiment un reproche. Ensuite, j'ai lu L'école secrète des dragons, le tome 2, le dragon aux cornes d'argent, donc c'est de chez Emily Sky, chez Saxo. Il était tout neuf, le lapin est passé, voilà. Petit aparté. Donc ce tome 2, écoutez, j'ai beaucoup aimé retrouver Henri et ses 3 compagnons à l'école secrète des 7 feux. Là, on va rentrer vraiment dans un approfondissement pas piqué des hannetons des personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé. Des inimitiés qui vont se transformer en amitié, et puis inversement on va avoir un énorme rebondissement auquel on ne s'attendait pas du tout. On va découvrir un peu plus ce qu'est le 7e clan, enfin vraiment une très bonne suite du premier tome. Là aussi vous pouvez le voir dans mon bilan du Magic Book Challenge où j'en parle un peu plus, où je raconte l'histoire du tome 1 par exemple. Mais voilà, très content, d'autant plus que la maison d'édition m'a confirmé que il y allait avoir le tome 3, 4, 5, le 3 cette année, et puis les autres tomes qui suivront les années prochaines. Mais voilà, c'est une pentalogie. Il y a 5 tomes, donc j'ai vraiment super hâte de lire la suite, parce que c'est une série fantastique vraiment géniale. Très doudou, très sympa, mais à la fois assez dur aussi, parce que les personnages sont quand même assez durs entre eux, avec leurs propres différences et tout. Mais voilà, pareil, c'est une série fantastique jeunesse qui est très complète et qui est, ma foi, bien écrite. Donc vraiment génial, en plus avec des petites illustrations qui sont très sympas. Voilà. Ensuite, j'ai lu Les sorciers de Misterheim de Martin Meron, chez Gulfstream aussi. Les sorciers de Misterheim, c'était un livre que je voulais lire depuis un petit moment. Je l'avais suggéré à la bibliothèque où je travaille, il l'avait acheté, il a été emprunté, il n'a jamais été retourné, donc il est perdu dans les méandres des environs d'ici. Ma foi, je l'ai pris en numérique, je l'ai lu et c'était plutôt sympa. Ma foi, ça ressemblait beaucoup à la série la place des sirènes, le cercle des sorcières, la place des sorcières, vous savez, de Richard Petit-Cygne chez Gulfstream aussi. C'est des lectures qui sont très rapides et qui sont efficaces, j'ai envie de dire. J'étais très contente de cette lecture. J'en parle aussi dans le Magic Book Challenge si vous voulez un avis un peu plus complet. Mais voilà, une histoire d'apprentissage de sorcellerie dans une famille très glauque qui cache de nombreux secrets. Et tout ça va se dérouler en même temps que l'ouverture d'un parc horrifique qui en fait est une sombre toile qui cache tout un autre projet très maléfique. Donc une histoire parfaite pour Halloween, pour vos petits jeunes. Ensuite, je vais vous parler du coup de mon abandon. J'avais beaucoup d'espoir pour Les Gardiens du Monde Sauvage, l'incroyable voyage, le tome 1, de Melissa Harrison chez Milan dans la collection Tilt. Alors c'est un relié, ma foi, qui est vraiment sublime. La couverture donne vraiment à rêver. L'histoire aussi, dans le style, enfin dans le résumé. Ça me semblait vraiment un peu comme à la Harry Potter, mais dans le monde sauvage. Et enfin vraiment l'ambiance Harry Potter, vous savez, quand on est avec Hagrid dans la forêt, ou alors quand ils sont à l'extérieur du château et tout, vraiment un truc féerique, beau, magnifique. Et ça me donnait un peu cette vibe-là, avec
avec les petits peuples, etc. Ça me donnait bien, surtout avec la chouette ici qui va jouer un rôle important là-dedans. Alors, je l'ai abandonné, j'en étais à la moitié, pile. Je me suis arrêtée au chapitre 12, en fait. Alors moi, la plupart du temps, quand j'abandonne les livres, je les relis pas parce que je sais vraiment que je ne m'y remettrai pas les pieds là-dedans, ou parce que des fois c'est des emprunts, et j'ai aucun scrupule à abandonner des emprunts, vraiment. Celui-là, par contre, c'est peut-être l'un des seuls que je vais garder, malgré le fait que je l'ai abandonné, parce que je pense que j'étais pas du tout dans le bon mood. Dans le sens où c'est pas vraiment une aventure comme on l'entend au sens littéral du terme. Il n'y a pas vraiment de gros événements, il n'y a pas de quêtes dangereuses, où il y a des combats, voilà, vraiment un livre où il y a de la mouvance, du mouvement. Ce livre-là, c'est vraiment plutôt comme une balade contemplative, où vraiment comme si, vraiment je m'imaginais comme si j'étais dans une barque en fait et que je me laissais porter au gré du courant et que je m'émerveillais devant les paysages que je découvrais avec 2-3 petits bonhommes qui me racontent une histoire. C'est vraiment comme ça que je le sentais, mais malheureusement c'était pas ce dont j'avais besoin actuellement. Mais je sais que c'est quelque chose qui me plairait parce que j'aurais quand même envie de découvrir la suite, mais en fait j'ai préféré arrêter plutôt que de me dégoûter et de le lire et de dire que je me suis fait chier. Donc, vraiment, vu qu'il me tient à cœur et que ça peut se faire, mais vraiment, là, je suis dans une période où il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de choses auxquelles il faut penser et tout ça que j'ai besoin dans mes lectures. Vu que j'ai l'impression que ça stagne, en fait, ma vie en ce moment, même s'il y a énormément de choses qui se passent, j'ai l'impression que ça stagne parce que on n'avance pas vraiment, ou on n'avance pas dans le sens qu'on veut, etc. Enfin bon, c'est une période assez compliquée. Et en fait, dans mes lectures, j'ai envie que ça bouge, qu'il y ait du combat, qu'il y ait de l'action, quoi, vraiment, pour que je sois vraiment à fond dedans et que j'ai pas le temps de réfléchir à ma lecture, que j'ai pas le temps de penser, j'ai envie d'être obnubilée par ma lecture. Et là, vu que c'est plutôt un côté calme, plutôt côté contemplatif, où ça se lit quand tu es toi-même apaisé, etc., pour vraiment apprécier les choses, mais là, c'est pas du tout le cas. Donc, je pense que même si, vous voyez, ça se passe au printemps, je trouve qu'avec le côté petit peuple, le côté fée, le côté conte de fées, le côté très nature, je pense que je le lirai cet automne, octobre-novembre, parce que normalement on sera installé octobre, donc normalement ça devrait le faire, on sera plus au calme, on aura passé la grosse vague. Mais je pense voilà que les livres pendant le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge, ça serait vraiment génial, parce que même si ça se passe au printemps, je trouve que la couverture fait assez automnale avec les couleurs assez bruns, avec les fleurs oranges et tout, les petits personnages qui sont assez dans des couleurs rousses aussi. Voilà, voilà, je voulais quand même vous en parler parce que ça me faisait de la peine de pas le continuer, mais je pense que c'est le quitter pour mieux le retrouver. Ensuite, énorme coup de cœur, Le Réveil du Feu de Aisling Fowler. Chez Nathan, le premier tome, Le Réveil du Feu. Ah là là, écoutez, énorme coup de cœur pour ce tome 1, c'est une trilogie. Je suis à cran parce que j'ai réservé le tome 2 à la bibliothèque, pas celle où je travaille mais l'autre, depuis le 9 juillet, et la personne qui l'a emprunté ne l'a toujours pas rendu à cette heure-là, 25 juillet, 9h. Je pense que ça fera partie de mes craquages où je vais me payer les 3 tomes parce que de une, c'est comme les Sentinelles du Royaume Sauvage et les Royaumes Sauvages, c'est une saga fantasy que j'aurais envie d'avoir chez moi parce que vraiment c'est un énorme coup de cœur. Pour la petite histoire, du coup, on va suivre, me demandez pas le nom des personnages, ça j'ai toujours du mal. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a perdu ses parents à cause d'un clan. En fait, c'est dans un royaume où il y a plusieurs clans, en fait. Au début du livre, on a la carte. Suite à la perte de ses parents, elle va s'engager dans une, on va dire je crois que c'est une guilde qui vise à protéger tous les autres royaumes, qui est le symbole de la neutralité et qui s'engage, voilà, à n'avoir
aucune mauvaise intention auprès de tous les clans et d'être vraiment ce signe de paix. Et donc du coup, elle va s'apprendre à se battre parce que quand on n'est pas au sein du clan et qu'on est dans la nature, il y a pas mal de choses pas très sympas contre qui des fois il faut se battre pour défendre les personnes, pour défendre notre propre vie. Donc ce sont des sortes de gardiens, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ce sont des sortes de gardiens. Dans cette forteresse où elle va être lors de son entraînement, elle va du coup avoir des maîtres d'armes, elle va se lier d'amitié avec une jeune fille qui s'appelle Seth, sauf que cette jeune fille va se faire enlever. Et elle va décider, coûte que coûte, de partir à sa recherche parce qu'elle lui rappelle beaucoup sa petite sœur qu'elle a perdue et parce que c'est peut-être la seule personne avec qui elle a réussi à se lier d'amitié. Parce que cette jeune fille nourrit de profonds remords, une profonde rancune envers un certain clan qui a mis à sac le sien. Et du coup, elle va partir à l'aventure pour sauver cette jeune fille. Et en fait, une espèce de guerre va éclater. Ce sont c'est pas les gnomes ou c'est les trolls qui vont attaquer la forteresse. Et en fait, quand cette forteresse est attaquée, il y a un gardien de pierre qui est vraiment gigantesque, qui est sous forme de chien, qui va se réveiller et qui va défendre la forteresse. Sauf que les personnes, enfin on va dire les grands conseillers de cette forteresse vont avoir son que Seth a disparu, elle s'est sûrement fait enlever, sauf qu'ils vont refuser que le gardien parte à sa recherche. Donc la jeune fille, sachant ça, part à l'aventure pour chercher Seth. Sauf qu'à un moment donné, le gardien va prendre ses propres décisions et va décider de partir lui aussi. Donc ils vont se retrouver tous les deux à la quête de Seth. Et va s'en suivre ensuite le rejoignement de deux autres garçons qui font partie de la forteresse. Un avec qui ça passe plutôt bien, et l'autre qui est assez exécrable, mais qui va se révéler être un allié plutôt important. Donc on va suivre ce joli petit groupe de 3 personnes, dont 3 personnes plus le gardien, le chien, que vous voyez sur la couverture. Donc c'est vraiment une quête formidable, je l'ai bouffé, vraiment. C'est passé hyper vite tellement j'étais subjuguée par l'histoire. Donc j'ai vraiment super hâte du tome 2 parce que le tome 1, vraiment, il est très très prometteur au niveau de la fin. Et je pense que le tome 2 va être explosif. Va vraiment être explosif. Donc ma foi, j'espère l'avoir bientôt. Sinon je vais craquer, je vais l'acheter. Voilà. Ensuite, j'ai lu Histoire de merde de Laila Benabid chez Snorgle Édition. Donc c'est une petite BD avec plein de petites planches humoristiques où ce sont deux cacas qui se parlent. Et c'est sous forme un petit peu de gag, voilà, on va avoir 2-3 pages de gag. C'est plutôt pas mal, on va traiter aussi un petit peu de l'écologie, parce qu'il y a pas mal de choses à propos des déchets qu'on jette sur les trottoirs. Mais voilà, c'est vraiment pour se poiler, pour rigoler un bon coup. De manière tout à fait simple et futile, dans le sens où voilà, c'est des cacas qui parlent, quoi. Mais ça fait du bien au moral, et franchement, foncez. Ensuite, j'ai lu Ash Princess. Alors, ce livre-là, je l'avais en poche depuis très longtemps dans ma palle. Sauf que, avec mes yeux de merde, c'est-à-dire que là, actuellement, je ne vois même pas la minuterie qui est affichée sur mon téléphone, alors que vous êtes vraiment à distance de mon bras. Hein. Mon bras n'est pas énorme. Et donc, du coup, les poches, même avec les lunettes, ça me fatigue énormément. Donc, j'ai viré le poche et je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, l'histoire, je sais pas trop si elle allait me plaire, enfin, bon, voilà. Puis au final, je l'ai vu en bibliothèque. Je l'ai pris. Je l'ai lu, je l'ai bouffé malgré les 500 pages. C'était vraiment super bien, même s'il y avait des longueurs, etc. Mais bon, c'est un premier tome, elle est dans une cage dorée, donc forcément ça induit des choses faites en secrète, des choses où il faut patienter, parce qu'il faut attendre le bon moment pour agir, etc. Donc c'était un petit peu entre deux rythmes, quoi. Et au final, la fin m'a vraiment satisfaite. Et j'ai super hâte de lire le tome 2. Donc en fait, je me suis acheté sur Vinted
trilogie entière. Donc ça c'est bon, le tome 1 en grand format. Voilà. Parce que le grand format, c'est bon, je peux lire. Je veux dire, c'est écrit vraiment énormissime. Ce qui fait qu'au final, oui, les 500 pages, ça sentait pas trop parce que vraiment, c'est écrit gros, quoi. Donc, ça passe plus facilement. Donc, j'ai le tome 2 ici. Cependant, celui-là fait 630 pages et j'ai le tome 3 là-haut, qui fait un peu plus de 500 pages. Donc, c'est l'histoire de Théodosia, princesse d'Astrée. Sa mère était la reine. Jusqu'au jour où le Cassier, je sais pas comment on dit ça, le Kaiser, un envahisseur décide d'envahir la contrée d'Astrée, le royaume d'Astrée. Il a tué donc la reine, il a tué sa mère devant ses yeux et a pris la place du roi. Voilà. Et donc, il a soumis tout le peuple d'Astrée à l'esclavage. Il s'en est gardé quelques-uns pour faire la boliche, pour faire les gardiens au peuple d'Astrée, enfin au palais d'Astrée, pardon. Et il s'est gardé la princesse Théodosia sous le coude et il l'a renommée en fait princesse des cendres. Parce que justement son royaume est parti en cendres. Et du coup, en fait, réellement, cette princesse Théodosia est la reine souveraine normalement d'Astrée. Et en fait, du coup, on va suivre toute cette reconquête d'Astrée, mais vraiment petit, parce que ce Kaiser est vraiment ultra violent. Et en fait, à chaque fois que son peuple qui est soumis à l'esclavage dans les mines, eh bien, à chaque fois qu'ils osent se rebeller ou qu'ils font un truc qui l'emmerde, eh ben, il va se venger sur Théo et il va la fouetter, il va la maltraiter, etc. Donc, ce qui induit que ça prend un peu du temps pour elle de se rebeller parce que, voilà, elle a cette peur-là qui est immense de souffrir. Elle a un réel traumatisme, quoi. Et du coup, on appelle aussi cette princesse des cendres parce que dans ce royaume d'Astrée, il y a un côté très magique. Il y a plusieurs mines. Il y a les mines de l'air, les mines de la terre, les mines du feu et les mines de l'eau. Je crois que c'est ça. On a la carte là. Voilà, mine de feu, mine d'air, mine de terre et mine d'eau. Et en fait, dans ces mines, on a des joyaux, et ces joyaux donnent le pouvoir de contrôler cet élément, mais pas à tout le monde. Il faut que ces personnes soient bénies des dieux, donc le dieu du feu, le dieu de l'eau, pour pouvoir utiliser ce joyau et ses pouvoirs. Sa mère et elle étaient bénies des dieux par le dieu du feu. Donc c'est une reine de feu. Et pour cela, pour avoir ce pouvoir, en fait, il faut qu'elle rentre en contact avec un joyau de feu, sauf qu'ils sont très rares dans le royaume, parce que ce sont les plus destructeurs. Et donc du coup, on va suivre voilà cette rébellion au cœur même du royaume, au cœur même du royaume d'Astrée, pris sous le joug du Kaiser. Il va y avoir une petite romance, je sais c'est de la romantaisie, hein, mais plutôt pas mal. C'est un sorte de triangle amoureux. Ça m'a pas dérangé, j'ai bien aimé. J'ai pas pour l'instant de préféré parce que je trouve que dans les deux il y a du mal et du mauvais. Et donc voilà, ce petit questionnement de qui elle va choisir me tient pas mal en haleine. Donc vraiment, j'ai super hâte de lire le tome 2. Je pense que ça me décevra pas, en tout cas j'espère pas. Mais voilà, écoutez, belle surprise après l'avoir emprunté, redonné, acheté, revendu, emprunté et après reacheté. Voilà, je suis pas déçue. Ensuite, les deux derniers livres, j'ai lu Espritula, le tome 3, Les malheurs d'une médium, de Elisabeth Cody-Kimmel. Donc celui-là, je l'ai acheté d'occasion, je crois qu'il faisait 2 €, un truc comme ça. En fait, c'est le dernier d'une trilogie, donc j'ai acheté le tome 3 parce que le 1 et 2 étaient en bibliothèque, mais le tome 3 n'y était pas. Donc je sais pas si je vais le garder. Autant je le donne à mes bibliothèques, comme ça ils ont les 3 tomes au boulot. Mais c'est une histoire vraiment... En fait, c'est une trilogie où ça va être l'histoire de
de Kate qui va se découvrir des pouvoirs de médium, et donc dans chaque tome, en fait, ça va être une nouvelle enquête. Donc là, elle va partir dans un camp de musiciens avec sa meilleure amie qui est violoncelliste, et elle va se retrouver perdue au cœur des montagnes, et dans cet hôtel où elle va habiter en fait durant tout le camp, il va y avoir une présence très très sombre en fait qu'elle aura déjà rencontrée lors des derniers tomes, des précédents tomes. Et elle va devoir aider, du coup, cette petite médium. Et donc, il va y avoir un côté vraiment très, très, très spirituel poussé là-dedans. On va parler de la montée du spiritualisme aux États-Unis. Donc ça, j'ai vraiment trouvé super intéressant. J'espère que les sources sont vraies. Je ne suis pas allée vérifier. Mais je pense que ça l'est parce qu'on a vraiment des détails plutôt pas mal. Voilà, même si ça a été romancé, je pense que les bases sont concrètes. Mais voilà, on est vraiment dans... Je pense que c'est le meilleur tome que j'ai lu en fait. Le premier tome, c'était le fantôme de la bibliothèque. Le deuxième tome, c'était le manoir de l'épouvante. Oui, le manoir de l'épouvante, c'était un peu salace aussi, parce que ça... Enfin, salace dans le sens où c'était vraiment très flippant. Parce que c'était l'histoire d'enfants qui ont été morts et qui possédaient d'autres enfants dans un manoir un peu glauque. Donc celui-là, il est plutôt gentil, hein, mais c'est vraiment tourné sur la spiritualité. Donc vraiment, c'est très intéressant. Je pense qu'à la limite, si je trouve le tome 1 et 2 en occasion, je pense pourquoi pas me garder la trilogie pour me le refaire un de ces jours, dans quelques années, qui sait, pour Halloween. Voilà, parce que vraiment, c'est vraiment très sympa. On a par contre une histoire d'amitié qui est vraiment extra forte. C'est-à-dire que les deux thèmes principaux, c'est ça, c'est l'épouvante horreur et l'amitié. Parce que son ami Jacques va vraiment être hyper présente et va être un soutien énormissime. Et on va voir aussi un peu que l'amitié, c'est pas toujours tout beau tout rose. L'amitié, c'est aussi se disputer, se pardonner. Et vraiment, j'ai trouvé cette amitié vraiment extra forte. Et j'en ai parlé dans les chroniques du tome 1 et 2, que cette amitié m'avait vraiment, vraiment touchée et je l'ai trouvée super réelle. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi que ces romans jeunesse sont vraiment géniaux, ils sont pas tout jeunes. Hein. J'ai déterré encore un... Oui, oula 2014, j'ai déterré une petite dizaine d'années là. Mais voilà, vraiment foncez si vous aimez les histoires de médiums spirituels avec une très forte histoire d'amitié et une histoire assez légère. Ensuite, j'ai clôturé le 15 juin avec ce recueil de nouvelles Âme fragmentée de Gabrielle C, donc Déborah Colodoneato, qui l'a publié ici en auto-édition. Alors, Gabrielle, vous l'avez déjà vu de nombreuses fois dans les années, en 2023, sur 2022-2023 surtout. C'est une auteure qui est vraiment sublime. J'avais lu beaucoup de livres d'elle en auto-édition, mais surtout beaucoup chez Estellas Éditions, qui m'avait envoyé de ces livres monstrueux. Dans le bal des psychopathes par exemple, ou les yeux crépusculaires par exemple de Gabrielle. Et franchement, ce petit recueil de nouvelles m'a réconciliée avec le genre du thriller que j'avais laissé pour compte il y a un bon moment maintenant, depuis mon accouchement quasi. Et franchement, écoutez, je suis super partante maintenant. J'attends qu'une chose, c'est qu'il fasse pas beau, qu'il pleuve et qu'on soit en automne, parce que je déteste l'été, pour me lancer dans tous les challenges un peu creepy, le Black November, le Pumpkin Autumn Challenge, pour me faire encore ces histoires qui me font flipper ou qui me dégoûtent, ou un peu, voilà. Parce que j'adore, c'est hyper, comment on appelle ça? Catharsique. Ouais, catharsis. Voilà, j'adore ce genre de roman. Et puis, de toute façon, Gabrielle, c'est une plume qui est vraiment exquise. Hein. Je n'ai jamais eu de doute sur ses plumes et du coup, j'ai été vraiment super contente qu'elle me renvoie son recueil de nouvelles. Surtout qu'en plus, à chaque fin de nouvelle, elle nous fait une petite note de l'auteur pour nous dire, par exemple, d'où vient cette nouvelle, comment cette nouvelle est née. Enfin voilà, elle nous explique vraiment son processus d'écriture à chaque fois pour chaque nouvelle. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment sublime. J'en ai aimé plus que d'autres, même si dans la globalité, j'ai vraiment
j'ai vraiment aimé. Écoutez, moi j'ai adoré l'histoire de la boîte. Lorsque Diane découvre une boîte sur le pas de sa porte, elle est à milieu de s'imaginer que sa vie va basculer à tout jamais. C'est une histoire à la fois horrible, mais c'est une histoire à la fois très philosophique dans le sens où cette boîte va vous permettre en fait de faire des vœux. Sauf que comme dans le film Wish, je crois que c'est ça, faire des vœux ça coûte. Et puis ça vous apprend, dans la globalité, à vous satisfaire de ce que vous avez, parce que en vouloir trop, vous risquez de perdre plus que ce que vous voudriez ou que ce que vous recevez. Donc celle-là, elle s'est beaucoup démarquée. Après, il y en avait une, mon Dieu, elle était, alors, dans le style répugnante, celle-là est vraiment pas mal. C'est le verre dans le verre. Le verre qui... dans le verre. C'est l'histoire du coup d'une... je vais vous lire. Après une soirée arrosée, Mélissa se rend compte que quelque chose ne va pas. Son combat pour vaincre la vermine qui la ronge ne fait que commencer. On va être dans la peau d'une jeune femme qui, après avoir fêté son anniversaire, être rentrée complètement empéguée, elle va découvrir au lendemain matin qu'elle a une terrible sensation que des asticots la bouffent de l'intérieur. Au niveau des descriptions, on y est. Hein. On va avoir l'impression que c'est là que ça grouille. Moi, j'ai eu l'impression... Vraiment, j'avais l'image dans le crâne que ça bougeait sous la peau et tout. Enfin, horrible, 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 horrible. Mais c'est vraiment bien. Parce que c'est super bien écrit. Et l'effet qu'elle voulait donner, eh bien, ça marche à tous les coups. Et voilà, vraiment, pour le côté vraiment dégueu, c'est cette nouvelle-là qui m'a... voilà. Pour l'effet vraiment philosophique, c'est la boîte. Et il y avait une autre histoire aussi qui m'a un petit peu plus touchée, c'est l'ami du train. Ça va parler de traumatisme d'une jeune fille. En fait, je vais pas vous en parler plus parce qu'en fait, je vais juste vous lire le résumé. Et vous dire que... Non, je vais rien vous dire de plus, en fait. Je vais juste vous lire le résumé parce que il faut se laisser prendre par cette nouvelle pour vraiment comprendre là où elle veut nous emmener. Donc c'est l'ami du train. Sarah retrouve avec plaisir son amie d'enfance Lucie. Alors que les souvenirs affluent, la jeune femme sent que quelque chose lui échappe. Donc ça va être très psychologique celle-là. Et vraiment très très plaisante et à la fois assez perturbante parce que voilà, on va découvrir la vie d'une personne assez entachée par le malheur. Et voilà. En tout cas, très contente de m'être remise à lire Gabrielle. Et puis je pense que ce ne sera pas la dernière fois que je lirai d'elle, surtout avec l'automne qui vient. Écoutez, voilà, j'adore faire ce genre de point lecture, ça me fait du bien. Je préfère ça plutôt que les chroniques écrites, écoutez. Écoutez, on se retrouve fin juin pour faire le bilan des 15 derniers jours de juin. Et puis voilà, et puis si certains vous en fait envie ou que vous avez déjà lu, écoutez, dites-moi-en vous ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie ou pas du tout. Voilà, là je vais commencer, je pense, à mettre sur mes vidéos les chapitres sur les vidéos parce que je me suis rendu compte que moi-même en regardant vos vidéos, j'aimais bien quand c'était coupé par chapitre. Voilà, c'est plutôt pas mal ce genre de choses, je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis grand merci encore d'être là, et puis je vous dis à très bientôt.